Ma fille est partie en week-end à Deauville avec son mari et sa belle-mère, en me laissant seule dans mon appartement parisien pour m'occuper de son chat. Jusque-là, tout semblait parfaitement normal. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'en cherchant une simple couverture pour Balthazar, j'allais tomber sur un dossier caché dans le bureau de mon gendre avocat, un dossier contenant des documents falsifiés, ma signature imitée, et un plan minutieux pour me faire interner et vendre mon appartement du 16e arrondissement derrière mon dos. Elle pensait que je n'étais qu'une vieille institutrice retraitée, un peu distraite, un peu naïve. Ce samedi-là, elle a compris qu'elle s'était trompée sur toute la ligne. C'était un samedi matin pluvieux à Paris. Le ciel avait cette grisaille particulière qui enveloppe le 16e arrondissement en automne, et dans mon appartement de la rue de la Pompe, le silence était presque apaisant. J'étais seule avec Balthazar, le vieux tchat persan de ma fille, âgé de 14 ans. Pendant qu'elle passait le week-end à Deauville avec son mari et sa belle-mère dans la villa familiale des Vasseur, c'est moi qui étais restée. Comme toujours, c'est moi qui avais dit « Bien sûr, ma chérie. Partez tranquille. Je m'occupe de tout. » Ma fille Sophie a 45 ans. Elle a emménagé chez moi avec son mari il y a presque 4 ans. Après que leur projet immobilier à Neuilly a échoué, Vincent, son mari, est avocat d'affaires dans un cabinet réputé près de l'Étoile. Ils disaient tous les deux que c'était temporaire. A le temps de se remettre sur pied. 4 ans plus tard, c'est moi qui marche sur la pointe des pieds dans mon propre appartement. Celui que j'ai payé pendant 35 ans de ma carrière d'institutrice à l'école primaire de la rue Cortambert. Ce matin-là, je voulais simplement trouver une couverture pour Balthazar, qui tremblait sur le canapé. Je me suis dirigée vers le bureau de Vincent, celui qui était autrefois ma chambre d'amis, et qu'il avait transformé en cabinet personnel. Je savais qu'il gardait des plaies dans l'armoire du fond. J'ai ouvert la porte. Chercher la couverture. Et c'est en me penchant que j'ai remarqué qu'un tiroir du bas du secrétaire était resté légèrement entrouvert. Rien d'extraordinaire, mais à l'intérieur, j'ai vu la tranche d'une chemise cartonnée bordeaux avec une étiquette blanche. Mon nom était inscrit dessus à l'encre noire Madeleine Lefebvre, dossier personnel. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Je n'avais jamais rangé de dossier à mon nom dans ce meuble. Ce bureau n'était plus vraiment mon espace depuis longtemps. Mais tout de même, un dossier avec mon nom, caché dans un tiroir d'avocat. Cela n'avait rien de normal. Je me suis assise sur le tapis, mes genoux protestant légèrement, et j'ai ouvert la chemise. Le premier document m'a coupé le souffle. Une procuration signée de ma main, donnant à Vincent et à ma fille plein pouvoir pour vendre mon appartement du 16e. La signature était la mienne, parfaitement imitée. Mais je n'avais jamais rien signé de tel. Jamais. J'ai continué à feuilleter, et chaque page était un coup de poignard plus profond que le précédent. Un compromis de vente préliminaire pour mon appartement, estimé à 1 400 000 €. Un devis pour une résidence senior médicalisée à Sion, en Suisse, où le tarif mensuel dépassait les 8 000 €. Un relevé de virement de 12 000 € sorti de mon livret A sans que je m'en souvienne. Un certificat médical, daté de 3 semaines plus tôt, signé par un certain docteur Étienne Vasseur, psychiatre, qui affirmait que je présentais des troubles cognitifs avancés et que je n'étais plus en mesure de gérer mes biens. Vasseur, le nom de famille de ma belle-famille, le frère de Vincent. Mon monde s'est écroulé à cet instant précis. Balthazar est venu se frotter contre ma jambe. Comme s'il sentait que quelque chose clochait. J'étais là, assise sur le tapis persan que j'avais acheté pour mon 40e anniversaire. Tremblante, essayant de comprendre exactement à quel moment j'étais devenue, dans l'esprit de ma propre fille, un problème à résoudre plutôt qu'une mère à aimer. Le téléphone fixe a sonné et m'a fait sursauter. C'était Sophie.
sa voix joyeuse, pleine du bruit des mouettes et du vent marin. « Maman ?» »« Ça va. Balthazar n'a pas été trop pénible. » Elle riait. J'ai entendu Vincent en arrière-plan qui faisait une blague, et la voix plus sèche de sa mère, Geneviève Vasseur, qui commentait quelque chose à propos du restaurant où il comptait dîner. « Tout va bien, ma chérie. » ai-je répondu d'une voix que j'ai forcé à sonner normale. « Profitez bien de la mer. On rentre mardi soir, maman. On s'est dit qu'on prolongeait un peu. Ça ne te dérange pas, pas du tout. Amusez-vous ?» J'ai raccroché doucement. Puis j'ai regardé à nouveau le dossier ouvert sur le tapis. Ce n'était pas simplement des papiers. C'était la preuve que pendant que je nourrissais son chat et arrosais ses plantes, ma propre fille préparait de me dépouiller de tout ce que j'avais construit en une vie de travail. Mon appartement, ma dignité, ma liberté de décider pour moi-même. J'ai pris une grande inspiration. Je n'ai pas pleuré, pas encore. Mais quelque chose en moi s'est réveillé à cet instant, quelque chose que j'avais laissé dormir depuis trop longtemps. La femme qu'il croyait pouvoir faire taire, droguère. Internée et oubliée dans un hospice suisse, cette femme-là venait de rouvrir les yeux. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi assise par terre, à relire chaque document, comme si les mots allaient changer de forme sous mon regard. Balthazar s'était couché contre mes pieds et ne bougeait plus. Vers 10 à 7 heures. J'ai compris qu'il fallait agir. Et vite. Je me suis levée. Je suis allée chercher mon téléphone portable. Et j'ai photographié chaque page, une à une, avec une précision méticuleuse. Recto. Verso. Gros plan sur les signatures. Sur les en-têtes. Sur les tampons. Je ne savais pas encore exactement à quoi tout cela allait me servir. Mais je savais qu'il fallait tout conserver ailleurs que dans cet appartement. J'ai envoyé les photos par mail à ma propre adresse Gmail, puis à une deuxième boîte que je n'utilisais jamais, puis j'ai appelé la seule personne au monde à qui je pouvais tout raconter sans filtre. Ma petite fille, Léa a 22 ans, c'est la fille de mon fils aîné. Juliane, tout mort trop jeune, dans un accident de voiture, sur l'autoroute A6, il y a 8 ans. Depuis, je l'ai vue grandir. Et je l'ai vue devenir une jeune femme brillante. Déterminée. Étudiante en 3e année de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas, elle a le caractère de son père. Droit comme une épée. Je l'ai appelée, et ma voix s'est brisée dès la première phrase. « Mamie, qu'est-ce qui se passe? Ta voix n'est pas normale. » Je lui ai tout raconté. Le tiroir, le dossier, la procuration, la résidence en Suisse, le certificat médical de son oncle Étienne. Il y a eu un silence au bout du fil, puis sa voix a changé. « Mamie, ne touche plus à rien dans le bureau. Ne remets rien en place. Je prends le premier RER et j'arrive. N'ouvre la porte à personne. Elle est arrivée moins d'1 heure plus tard. Trempée par la pluie. Le sac à dos sur l'épaule. Les yeux brillants de cette colère froide que j'ai toujours reconnue chez les Lefebvre. Quand je lui ai montré le dossier, elle s'est assise à la table de la cuisine et elle a lu chaque document avec l'attention d'une vraie avocate. Puis elle a relevé la tête. « Mamie, c'est très grave. C'est du faux en écriture publique. Usage de faux, abus de faiblesse, tentative d'escroquerie. Et probablement complicité médicale. Si on mène ça bien, tonton Vincent peut être radié du barreau et oncle Étienne peut perdre sa licence. » Je l'ai regardée. Léa. Je ne veux pas détruire ma fille. Elle a pris ma main. Mamie, ta fille, elle, n'a pas hésité à te détruire toi. La première chose à faire, c'est de te protéger. Avant toute confrontation, avant toute émotion, on sécurise tes avoirs. Nous avons passé les 2 heures suivantes à agir méthodiquement
D'abord, j'ai appelé la hotline de ma banque. La Société Générale de l'avenue Victor Hugo. J'ai fait opposition sur toutes mes cartes, toutes mes procurations. J'ai fait bloquer tout accès à distance. Ensuite, Léa m'a fait appeler mon conseiller personnel, Monsieur Brassard. Sur son numéro direct, même un samedi. Je lui ai demandé de venir m'ouvrir l'agence lundi matin à la première heure. En me prévenant qu'il y avait une situation d'urgence, liée à une tentative de fraude familiale, il a été parfait. Il a répondu qu'il serait là à 9h pile, puis Léa a consulté ses contacts à la faculté et a décroché le numéro d'un vieil ami de son père. Maître Christian Delaunay, avocat spécialisé en droit des majeurs protégés au barreau de Paris, il nous a reçus le soir même dans son cabinet de la rue de Rivoli. Entre deux rendez-vous, quand il a vu les documents, il a pris ses lunettes, les a reposées, et il a dit simplement, Madame Lefebvre, « Vos enfants ont commis au moins 5 délits distincts. Si vous souhaitez porter plainte, vous gagnez sur tous les tableaux. Mais même sans plainte, nous devons immédiatement déposer une requête en opposition à toute procédure de tutelle qui aurait été engagée. » Je lui ai demandé s'il était possible qu'une procédure soit déjà en cours sans que je le sache. Il a hoché la tête. « Oui, madame, avec un certificat médical et une procuration, même falsifiée, un juge des tutelles peut être saisi sans que vous soyez immédiatement averti. C'est même très probablement ce qu'il prévoit de faire à leur retour de Deauville. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec Léa à mes côtés. Elle a insisté pour dormir sur le canapé du salon. Elle a dit « Mamie, il rentre mardi. On a jusque-là pour tout préparer. Et je ne te laisse pas seule une minute. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Mon corps était épuisé, mais mon esprit tournait sans arrêt. Je pensais à Sophie enfant, à sa première rentrée à la maternelle de la rue de Caen, à son rire quand elle apprenait à faire du vélo au bois de Boulogne, à ses larmes quand son père nous a quittés pour une autre femme et que je l'ai élevée seule pendant 15 ans. Je pensais à toutes les fois où j'avais coupé dans mes propres besoins pour qu'elle ait ses cours de piano, ses séjours linguistiques, son appartement d'étudiante à Aix-en-Provence, et je pensais à ce certificat médical, signé par le frère de son mari, qui disait que j'avais perdu la tête. Je me suis demandé si c'était Vincent qui l'avait convaincu, ou si c'était elle qui avait eu l'idée. Je me suis demandé si Geneviève Vasseur, cette belle-mère tirée à 4 épingles que je n'avais jamais vraiment appréciée, avait joué un rôle dans tout cela. Et je me suis demandé, surtout, comment j'avais pu être aveugle à ce point. Le lundi matin, Léa et moi étions devant l'agence de la Société Générale à 8h50. Monsieur Brassard nous a accueillis avec cette discrétion parisienne qui fait le charme des vieilles banques. Il nous a fait entrer dans son bureau et il a sorti mes relevés sur son écran. « Madame Lefebvre, il y a des choses que vous devez voir. Sur les 3 derniers mois, il y a eu 11 tentatives de virement vers un compte ouvert, au nom d'une SCI immatriculée à Lyon. La SCI Vasseur Lefebvre Patrimoine. Certaines ont abouti pour de petits montants, de 2 000, 3 000 euros à chaque fois. 2 plus gros virements de 25 000 et 40 000 euros ont été bloqués par notre cellule antifraude la semaine dernière. Parce que la signature présentait des anomalies, j'ai senti mes jambes faiblir. Léa a serré ma main très fort. Monsieur Brassard a continué. Nous avions laissé un message à votre fille qui figurait comme personne à contacter, mais personne ne nous a rappelé. En tout, madame, c'est environ 64 000 euros qui ont été ponctionnés sur vos comptes depuis juin. 64 000 euros. Le prix d'une année entière dans cette résidence suisse qu'il m'avait réservée. J'ai demandé à fermer immédiatement l'accès en ligne, à changer tous mes codes, à révoquer toute procuration, et j'ai demandé que chaque opération future de plus de 500 euros passe par un appel direct de Monsieur Brassard sur mon portable. Il a tout validé, de l'agence
Nous sommes allés directement chez mon notaire. Maître Rochambeau, boulevard Melcherbes, dont j'avais obtenu un rendez-vous en urgence grâce à l'insistance de Léa au téléphone. La veille, Maître Rochambeau me connaissait depuis 20 ans. C'est lui qui avait réglé la succession de mon mari, puis celle de mon fils Julien. Quand il a vu les documents, son visage est devenu cramoisi. « Madame Lefebvre, cette procuration n'a jamais été enregistrée dans mon étude. Cela va de soi. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'elle a un tampon très bien imité d'une autre étude parisienne. C'est de la falsification professionnelle, pas du bricolage. Je veux que vous portiez plainte. » Il a saisi immédiatement l'ordre des notaires et il m'a fait signer une nouvelle disposition testamentaire à jour, déshéritant quiconque serait reconnu coupable d'abus de faiblesse à mon égard, ce qui est juridiquement possible dans notre système. Il m'a regardé au-dessus de ses lunettes. « Madame Lefebvre, vous êtes une femme admirable. Je vous connais depuis longtemps. Ne laissez pas ceci se reproduire. » L'après-midi, Maître Delaunay nous a reçus à nouveau. Il avait déjà rédigé une requête auprès du juge des tutelles pour bloquer préventivement toute demande de mise sous curatelle ou sous tutelle. Il avait aussi alerté officieusement le Conseil de l'Ordre des avocats concernant Vincent et il avait saisi le Conseil de l'Ordre des médecins concernant le docteur Étienne Vasseur. Ces choses ne vont pas aboutir en une semaine. Madame, m'a-t-il dit. Mais elles iront jusqu'au bout. Le médecin risque gros. Et votre gendre encore plus, le faux en écriture publique. Pour un officier ministériel, c'est une condamnation assurée et une interdiction d'exercer. Je l'ai remercié. En sortant, Rue des Rivoli. Sous le crachin parisien, j'ai levé les yeux vers les arcades et j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la joie, c'était une forme de calme. Pour la première fois depuis que j'avais ouvert ce tiroir, je me sentais solide. Le mardi matin, Léa est partie à la faculté après m'avoir fait promettre de l'appeler à la moindre alerte. Je suis restée chez moi. J'ai caressé Balthazar. J'ai préparé un café très fort et je me suis assise dans mon fauteuil à oreilles. Celui qui appartenait à ma grand-mère. Face à la fenêtre, donnant sur la rue de la Pompe, j'ai attendu. Je savais ce qui allait se passer. Il était exactement 14h10 quand le téléphone portable de Sophie a vibré sur ma table. Je connais sa sonnerie par cœur. J'ai pris une grande inspiration et j'ai décroché. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » On arrive à payer nulle part. Le restaurant ne prend pas ma carte. Vincent a le même problème. Et mon compte en ligne est bloqué. Sais-tu as touché à quelque chose ? J'ai laissé un silence s'installer. Puis j'ai répondu très calmement. Oui, ma chérie. J'ai tout bloqué. Comment ça tu as tout bloqué ? Tu ne peux pas faire ça ? On est à Deauville. On doit rentrer à Paris. On a besoin d'essence. Sophie. J'ai trouvé le dossier. J'ai trouvé le dossier Bordeaux dans le bureau de Vincent. Silence à l'autre bout de la ligne. Un silence si long que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis sa voix, différente, plus basse. Maman. C'est pas ce que tu crois. Ne me dis pas ce que je crois. Sophie. Je sais exactement ce que j'ai lu. La procuration avec ma signature imitée. La résidence suisse à 8 000 € par mois. Le certificat médical d'Étienne. La SCI montée à Lyon par Vincent. Les 64 000 € déjà ponctionnés sur mes comptes depuis cet été. Tout est parti ce matin chez mon notaire et chez mon avocat. Tout est archivé. Tout est prouvé. Il y a eu un bruit de souffle coupé, puis la voix de Vincent a pris le téléphone. Madeleine. Écoutez. Il y a forcément une incompréhension. Vincent. Appelez-moi Madame Lefebvre. Comme vous l'avez toujours fait. Et il n'y a aucune incompréhension.
J'ai rendez-vous cet après-midi avec Maître Delaunay pour décider si je dépose plainte ou non. Vous avez exactement jusqu'à mercredi minuit pour quitter mon appartement, tous les trois, avec vos affaires personnelles, pas un meuble, pas un bibelot qui ne vous appartienne. Et en arrière-plan, j'ai entendu la voix perçante de Geneviève Vasseur qui disait « Je te l'avais bien, dit Vincent. Je te l'avais dit que cette vieille bonne femme finirait par s'en rendre compte. J'ai senti quelque chose durcir en moi. J'ai élevé la voix. Juste un peu. Madame Vasseur, je vous entends parfaitement. Et sachez que cette vieille bonne femme a maintenant toutes les preuves nécessaires pour vous envoyer, vous et votre fils médecin, devant une chambre disciplinaire. Je vous conseille de ne pas rentrer à Paris avec eux. Trouvez-vous un autre refuge. » J'ai raccroché, mes mains tremblaient. Mais c'était un tremblement d'énergie. Pas de peur. Sophie a essayé de rappeler 7 fois dans l'heure qui a suivi. Je n'ai pas répondu. Léa est rentrée vers 10 à 9 heures, avec des sushis d'un traiteur de la rue de Longchamp et une bouteille de Chablis. On a mangé toutes les deux sur la table de la cuisine, en silence, d'abord, puis en parlant doucement de papa, de son rire, de la façon dont il aurait réagi. Léa m'a dit « Papa aurait été fier de toi ce soir. » Mamie, j'ai pleuré. La première fois depuis 4 jours, des larmes qui n'étaient pas du chagrin mais de la libération. Ils sont rentrés le mercredi soir. J'ai entendu la clé tourner dans la serrure vers 10 à 9h45. Léa était là, avec moi, assise dans le fauteuil à oreille en face du mien. J'avais fait du thé, le dossier Bordeaux était posé sur la table basse, bien visible. Sophie est entrée la première, pâle, les yeux rouges, Vincent derrière elle, fermé. Essayant de garder sa contenance d'avocat, Geneviève Vasseur n'était pas là. Elle avait apparemment compris le message et s'était réfugiée chez une amie à Versailles. Ils se sont assis tous les deux sur le canapé. Face à moi, comme 2 prévenus devant un juge, Sophie a commencé à parler, les larmes aux yeux. « Maman, je suis tellement désolée. On a fait n'importe quoi. » J'ai levé la main. « Sophie, laisse-moi parler. Pendant 4 ans, je vous ai hébergé gratuitement dans cet appartement. Pendant 4 ans, j'ai payé les charges, la taxe foncière, les réparations, et je ne vous ai jamais rien demandé. Pendant 4 ans, j'ai pensé que vous étiez mes enfants, ma famille, et cet été, pendant que je gardais votre chat, vous avez signé à ma place, pris mon argent, inventé une maladie mentale que je n'ai pas, et planifié de m'enfermer dans une résidence suisse dont le tarif aurait vidé toutes mes économies en 3 ans, après quoi, vous auriez vendu l'appartement pour continuer à payer. Et à ma mort, vous auriez récupéré ce qui restait. C'était bien ça le plan. Vincent a baissé la tête. Il n'a pas répondu. J'ai continué. Vous avez sous-estimé 2 choses. La première, c'est que je lis encore très bien, y compris les petits caractères. La deuxième, c'est que j'ai une petite fille qui étudie le droit. Léa a croisé les bras et n'a rien dit. Mais son regard suffisait. Sophie sanglotait. « Maman !» C'est Vincent qui a eu l'idée. « Je te jure. Moi, je voulais juste te protéger. Tu vieillis. J'ai peur. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Sophie, tu as 45 ans. Tu n'es plus une petite fille. Ne me dis pas qu'on t'a forcé. Tu as signé la procuration dans laquelle tu apparais comme bénéficiaire. Tu as ouvert la SCI avec ton mari. Tu as parlé avec la résidence suisse au téléphone. J'ai vu les mails. Ne me mens pas une fois de plus. » Ce serait l'insulte finale. Vincent a essayé « Madame Lefebvre, si on peut trouver un arrangement,
Je suis prêt à rembourser immédiatement les sommes prélevées. Je prends un crédit. Je signe ce que vous voulez. J'ai presque ri. Vincent, je ne veux pas votre argent. Je veux votre absence. Vous avez jusqu'à demain soir. 22 heures. Pour quitter cet appartement, vos affaires personnelles uniquement, le mobilier que vous avez acheté ces dernières années avec ma carte bancaire reste ici. C'est le moindre dédommagement. Quant aux poursuites, elles sont entre les mains de mon avocat et de mon notaire. Je n'ai pas encore décidé si je dépose plainte personnellement, mais le Conseil de l'Ordre des avocats et le Conseil de l'Ordre des médecins ont, eux, déjà été saisis. Vous n'y pouvez rien. Moi non plus. La procédure suit son cours. Sophie est tombée à genoux sur le tapis. Maman, je t'en suppliais. Je perds tout. Mon mariage, ma réputation, ma carrière. Pardonne-moi. Je l'ai regardée longuement, ma propre fille, à genoux sur le tapis qu'elle avait piétiné avec ses chaussures boueuses 1000 fois sans s'excuser, à me supplier maintenant comme une étrangère. Sophie, tu ne m'as pas encore demandé si j'allais bien, pas une seule fois depuis que tu es rentrée. Tu t'es excusée de t'être fait prendre. Ce n'est pas la même chose que s'excuser d'avoir fait du mal. Peut-être qu'un jour je te pardonnerai. Je ne sais pas. Mais ce jour-là n'est pas aujourd'hui, et cette maison n'est plus la tienne. J'ai tourné la tête vers Vincent. Et vous? Maître Vasseur, quand vous sortirez d'ici, pensez à votre prochain métier. Je ne pense pas que la robe vous ira encore longtemps. Ils sont partis le jeudi soir. Un peu avant 22 heures, avec 4 valises chacun et les cartons qu'ils avaient préparés à la hâte. Sophie a essayé de m'embrasser sur le pas de la porte. J'ai reculé d'un pas. Elle a compris. Elle est partie en pleurant dans le couloir. Vincent n'a pas dit un mot. La porte s'est refermée. Léa m'a pris dans ses bras. On est resté longtemps comme ça. Debout dans l'entrée, sans parler, les jours qui ont suivi, l'appartement a respiré différemment. J'ai ouvert toutes les fenêtres. Même sous la pluie. J'ai lavé les draps. Ont remis en place les meubles qu'ils avaient déplacés. Racheté une nouvelle lampe pour mon chevet. Celle que je voulais depuis des mois et que je n'avais jamais osé acheter parce que Vincent trouvait ça démodé. Balthazar. Louis est resté. Sophie ne l'a pas réclamé. Elle savait qu'il m'avait choisi depuis longtemps. Il dort maintenant au pied de mon lit, sur le plaid que j'étais allée chercher ce fameux samedi. Et parfois je me dis que sans lui, sans ce plaid, je n'aurais être jamais ouvert ce tiroir. 6 mois ont passé. Nous sommes au printemps maintenant. Et Paris reverdit doucement. Maître Delaunay m'a informé que Vincent a été suspendu du barreau pour 3 ans, avec une procédure pénale, en cours pour faux en écriture et abus de faiblesse. Le docteur Étienne Vasseur a été radié de l'ordre des médecins et ne peut plus exercer. La SCI a été dissoute et les 64 000 € ont été remboursés intégralement sur mon compte par une saisie sur leurs biens communs. Sophie a divorcé. Elle habite maintenant un petit 2 pièces à Levallois-Perret. Elle m'a écrit 3 longues lettres à la main en 6 mois. Je les ai toutes lues. Je n'ai répondu qu'à la 3e. Très brièvement. Pour lui dire que je n'étais pas prête, mais que je reconnaissais qu'elle faisait un effort. Je ne sais pas encore ce qu'il adviendra de nous. Peut être que dans 1 an, 2 ans, 10 ans, il y aura à nouveau un café partagé. Peut être pas. Je ne me force plus à décider à l'avance. Ce que j'ai fait, en revanche, c'est retrouver des choses que j'avais oubliées. Je me suis inscrite à un atelier d'aquarelle dans une association du 15e arrondissement. Tous les mardis après-midi, j'y ai rencontré des femmes de mon âge, et même plus âgées, qui ont toute une histoire derrière elles. Certaines ont vécu presque la même chose que moi,
Une ancienne pharmacienne m'a raconté comment son fils l'avait menacée de la placer si elle ne signait pas une donation. Une veuve d'un architecte célèbre m'a dit qu'elle s'était battue pendant 3 ans pour récupérer sa maison de famille en Bretagne. Nous ne sommes pas seuls. Nous, les vieilles dames. Nous sommes beaucoup et nous nous reconnaissons. Léa vient dîner chez moi tous les dimanches. Elle a emménagé dans un studio rue des Bellefeuilles, à 10 minutes à pied. Pour être proche. Elle termine son master de droit et elle m'a dit qu'elle voulait se spécialiser dans la protection juridique des personnes âgées. Elle dit que grâce à moi, elle a trouvé sa voie. Je crois plutôt que grâce à son père, à elle et à un vieux chat persan, j'ai retrouvé la mienne. J'ai 72 ans. Je suis veuve. J'ai perdu un fils et j'ai quasiment perdu une fille. Et pourtant, quand je me regarde dans le miroir de l'entrée le matin, je vois une femme debout. Une femme qui a compris que la solitude, ce n'est pas l'absence des autres. La solitude, c'est de vivre entouré de gens qui ne vous respectent pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a touché quelque part. Peut être parce que vous avez vécu quelque chose de similaire. Peut être parce que vous connaissez une mère, une grand-mère, une tante à qui cela pourrait arriver. N'attendez pas le tiroir entrouvert. Vérifiez les signatures. Canjes les codes. Parlez à vos proches de confiance. Et surtout, souvenez-vous que donner la vie à quelqu'un ne vous oblige à rien accepter en retour. Le respect ne s'hérite pas. Il se mérite. À tout âge. Dans les deux sens. Si ce récit vous a ému, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire dans quelle ville vous vivez et ce que vous auriez fait à ma place. Votre réponse peut aider une autre femme à ouvrir son propre tiroir. Prenez soin de vous.